Allez, c'est parti, on est en direct. Je laisse Insta vous prévenir. Et aujourd'hui, donc, on va parler de mon parcours avec l'exposome, avec Tika, parce que, en fait, j'ai eu pas mal d'échanges avec vous dans le cadre de ce mois sur créer un environnement sain pour nos chiens et chats. Coucou Valérie. J'ai échangé pas mal avec vous et ce que je vois souvent, et c'est normal, vous galérez pas mal à essayer d'identifier en fait ce qu'il y a dans l'exposome de votre animal. Vous savez pas par où commencer, et c'est vrai, et ça je le conçois complètement, parce que bon, pour moi c'était vraiment un processus qui s'est avec ma chienne, qui s'est étalée sur toute sa vie en fait. Donc voilà, j'ai eu le temps de mettre les choses en place, de comprendre tous ces différents éléments de l'exposome, etc. Mais là, en fait, bien évidemment, avec les années, j'ai condensé ce processus-là pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous, en fait. Et c'est ce que je fais avec mes clientes au quotidien. Donc là, je comprends que, surtout si vous êtes complètement nouveau avec voilà, cette notion d'exposome est complètement nouvelle pour vous, eh ben, ça peut être compliqué de savoir où donner de la tête, quelle est la priorité à donner. Et donc on peut avoir le sentiment en fait qu'on mouline, que les actions qu'on pose, c'est pas forcément ce qui a le plus d'impact. Et donc voilà, on peut facilement se sentir démotivé parce que voilà, il faut du temps à dédier à ça. Et on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas si ça a de l'impact ce qu'on fait, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, est-ce que ça va vraiment faire un impact, avoir un impact dans l'environnement et puis la santé de notre animal. Donc je me suis dit, en fait, je vais vous donner quand même des points clés dans mon parcours avec Tika, en fait, pour pouvoir en fait vous montrer à quoi ça ressemble concrètement, en fait, même si encore une fois, coucou à celle qui arrive, même si encore une fois ça s'étale pour moi sur beaucoup plus longtemps en fait que on peut le faire maintenant. D'accord, parce que moi j'ai commencé ce processus là dès que j'ai eu Tika, en fait, donc c'était en 2011. Donc voilà, on est il y a plus de 15 ans, donc aussi les données qui étaient disponibles à l'époque, c'est différent de maintenant. Maintenant, on a aussi beaucoup plus facilement accès à de l'information. Donc forcément, il y a tous ces facteurs-là qui jouent dans ce que moi j'ai pu traverser, et que vous, heureusement maintenant, vous n'avez plus trop à galérer là-dedans, en tout cas si vous êtes accompagné dans ce processus-là. Donc ça c'est vraiment on va dire la base que je voulais vous expliquer, le contexte, parce que c'est quand même à prendre en considération voilà, dans ce que je vais vous partager. Donc, coucou à tout le monde. Donc, mon parcours avec Tika. Donc Tika, comme je l'ai dit, en fait, je l'ai adoptée à l'âge de 5 ans. En 2011. Et donc on est resté une dizaine d'années ensemble. Elle est partie, elle est décédée il y a 4 ans, à l'âge de 16 ans. Donc c'est une chienne qui m'a énormément appris sur beaucoup de choses, qui a vraiment accéléré en fait mon cheminement personnel et dans l'accompagnement des animaux aussi. Puis après dans l'accompagnement des personnes aussi. Donc elle a joué vraiment un rôle crucial en fait dans mon évolution, et par les challenges en fait que j'ai eu avec elle, j'ai énormément appris sur l'exposome, en fait, sur son exposome à elle.
et sur des choses en fait dont j'avais pas du tout conscience, parce qu'en fait c'était vraiment ma première chienne à moi. J'avais eu des chiens quand j'étais plus jeune, mais évidemment voilà, je m'occupais pas, voilà, les responsabilités n'étaient pas les mêmes. Donc voilà, Tika c'était ma première chienne, donc forcément j'ai été confrontée à des choses que je connaissais pas. Donc ça a été vraiment tout découvrir en fait avec elle, et ça a été parfois à la dure on va dire, parce que voilà, j'avais vraiment aucune connaissance. Moi j'avais eu avant elle des animaux qui étaient plutôt des nacs en fait. J'étais beaucoup dans tout ce qui était rats et cochons d'Inde, lapins, etc. Donc voilà, donc elle a été ma première chienne, donc ça a été le baptême du feu. Et en plus, bon, elle avait déjà 5 ans, donc elle était adulte. J'ai pas eu tout ce qui est en lien en fait avec les bébés. Ça c'est encore autre chose. Mais ça reste en tout cas très très important, justement dans le contexte de l'exposome, de bien connaître votre exposome. Pourquoi? Parce que l'exposome en fait c'est vraiment la mesure de toutes les expositions d'un individu. Donc l'exposome ça s'applique aussi aux humains, hein, c'est pareil avec aux animaux, c'est tout être vivant finalement. Et donc c'est la mesure de toutes les expositions d'un individu au cours de sa vie. Donc forcément ça débute quand ils sont bébés, et je dirais même ça débute intra-utéro, in utero, parce que déjà il y a des expositions par la mère en fait, par l'intermédiaire de la mère. Donc l'environnement de la mère va jouer aussi un rôle sur l'exposition à des toxines dans la vie en fait de l'animal. Donc bon, déjà en plus cette notion d'étude, enfin cette étude des toxines, c'est quelque chose qui m'est assez familier, ou en tout cas pas forcément de toxines, si ça peut être des toxines, mais de tout l'impact on va dire, de tout l'impact de l'exposition à l'environnement en fait sur un individu, parce que j'avais déjà eu l'occasion d'étudier ça dans un projet scientifique aux États-Unis, où j'avais étudié en fait l'impact de tout l'écosystème du lac Michigan en fait sur le zooplancton, qui sont des micro-organismes en fait, et on avait découvert des tumeurs. Donc voilà, j'étais quand même déjà familière avec ça. J'ai aussi étudié l'impact des effets des déchets toxiques en fait, des polluants sur les baleines. Et entre parenthèses, juste pour vous donner quand même une idée de l'ampleur des choses, je fais juste une aparté avant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et j'y répondrai voilà, au fur et à mesure, ou même si vous regardez en replay, j'y répondrai en replay, donc il n'y a pas du tout de souci si vous avez des questions. Donc je reviens un instant aux baleines pour vous donner quand même une idée de l'impact de l'environnement, et notamment des polluants dans l'environnement, spécifiquement des belugas du Saint-Laurent. Je ne les ai pas étudiés directement, moi j'étais plutôt sur les baleines, mais on en a vu, et on était en contact avec quand je travaillais sur ce projet-là. Et en fait, la population de belugas du Saint-Laurent, c'est une population qui ne migre pas, en fait, c'est une population qui vit là toute l'année. Et le Saint-Laurent étant un fleuve qui est très pollué, en fait, quand il y a des belugas qui s'échouent, morts, en fait, ils sont considérés comme déchets toxiques. Donc faut bien quand même comprendre l'impact de ça, et voilà, ça s'applique à beaucoup de choses dans notre environnement,
qui est beaucoup plus pollué en fait qu'on peut le penser. Donc voilà pour le cadre. Donc j'aimerais maintenant que avec tout ce que j'ai posé avant que je rentre dans le vif du sujet avec Tika en fait, que vous compreniez qu'avec en fait tout les récentes statistiques que j'ai partagées dans mes reels depuis le début du mois en fait, il y a beaucoup d'autres données aussi à partager. D'ailleurs je vous parlerai beaucoup plus lors des masterclass. Donc si vous n'êtes pas inscrit au masterclass, n'hésitez pas à venir me voir en privé, je vous envoie le lien. On commence dimanche 21 septembre et ça va être sur 3 jours avec des thèmes différents sur les 3 jours. Donc on va vraiment couvrir pas mal de choses ensemble. Aujourd'hui, je vais essayer de vraiment me focaliser sur Tika pour essayer voilà, de garder les choses bien cadrées. Donc en fait, la priorité vraiment de nos jours, avec tous les chiffres que j'ai partagés, c'est vraiment, et avec cette notion d'exposome, hein, c'est vraiment d'améliorer en fait l'environnement de nos animaux dès le plus jeune âge. Ça c'est vraiment crucial parce que comme je l'ai dit, hein, il y a certains animaux, je dirais une bonne partie, voire la quasi-totalité, à moins qu'ils soient élevés vraiment dans des conditions très particulières. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que sinon je vais perdre le fil de ce que je veux dire, donc des fois je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Mais voilà. C'est quand même hyper important de commencer dès le plus jeune âge. Bon, par exemple, pour moi, avec Tika, elle avait quand même 5 ans. On n'avait pas du tout de connaissance de son passé, etc. Elle est quand même, quand je l'ai adoptée, elle était quand même, elle était en bonne santé. Bon, elle avait quelques petits soucis au niveau des rotules, des problèmes comme ça, mais on va dire c'était pas, ça affectait pas sa santé générale. Donc elle était quand même en excellente santé à l'âge de 5 ans. Mais en fait, ce que les chiffres actuels nous indiquent, c'est que plus on agit tôt, en fait, plus on a vraiment des chances de diminuer les taux de cancer en fait. Il y a plus de données chez le chien que chez le chat. Le chien est beaucoup plus étudié que le chat. Le chat est un petit peu plus... la biologie du chat a l'air d'être un petit peu plus compliquée. En tout cas, elle n'est pas du tout la même que celle du chien, ça c'est certain. Donc on ne peut pas toujours faire transférer des données qui sont faites sur... des études qui sont faites sur les chiens et les transférer au chat. Ça marche pas toujours comme ça. Une étude... que par contre j'ai trouvé récemment qui a été faite sur les chiens et les chats a déterminé qu'il y a 70 produits chimiques qui ont été testés en tout, donc des produits chimiques qui sont en fait dans l'environnement qu'on trouve dans les foyers en fait, d'accord? Donc on n'est pas dans des trucs qui sont réservés à certaines industries, etc. On est vraiment dans le cadre d'un foyer, on va dire, habituel, d'accord? Donc c'est même pas des choses de l'industrie dans des sites ou des endroits voilà, spécifiques, c'est vraiment notre vie, notre quotidien en fait avec nos animaux. Donc il y a 70 produits chimiques qui ont été testés chez les chiens et des chats qui ont un foyer. Et en fait, on a trouvé que il y avait sur 70, 48 produits qui étaient présents en fait chez nos chiens et chats. Et sur ces 48, il y en avait 43, donc la majorité, hein, la quasi-totalité, qui étaient en fait à des niveaux supérieurs que chez l'humain. Donc c'est sûr que nous aussi on est contaminés évidemment, hein, on partage le même environnement que nos animaux, donc forcément on est aussi impacté. C'est le même exposome, mais la façon dont en fait notre corps
réagit face à l'exposition de certaines toxines, eh bien c'est différent en fait chez les animaux. Et ça aussi on en parlera lors des masterclass. Donc si vous êtes vraiment dans une démarche holistique, je vous encourage vraiment à nous rejoindre ce dimanche. Donc pour ce qui est de Tika. Alors Tika, je vais commencer par ce qui est le plus évident et ce qui est arrivé en fait quasiment immédiatement après que je l'ai adopté. C'est au niveau de la nourriture. Donc comme je l'ai dit, en fait, moi, quand je l'ai adopté, en fait, ça faisait depuis voilà, plusieurs dizaines d'années que j'avais pas eu de chien. Donc j'ai dû tout apprendre, en fait. Et donc, en 2011, j'ai été dans une démarche d'acheter des croquettes. Je les ai pas achetées en supermarché, je les ai achetées, il y a un petit magasin près de chez moi, un magasin indépendant qui vend des croquettes, on va dire, d'un peu plus meilleure qualité. Et donc j'ai commencé comme ça à prendre ce genre de nourriture et de lui donner. Et en fait ça a été direct en fait. Elle a été tout de suite extrêmement difficile avec sa nourriture. Elle ne mangeait pas en fait. Et avec le recul, bon, même si ça a été compliqué, au début ça n'a pas duré longtemps parce que rapidement j'ai compris en fait ce qui se passait. Mais en fait, aussitôt que je rajoutais en fait de la nourriture fraîche, en fait, que ce soit de la viande ou des légumes, elle mangeait très bien. Donc en fait j'ai vite compris que c'était les croquettes le problème. Et en fait ça m'a amené à me renseigner beaucoup sur les croquettes, ce que contenaient les croquettes, les processus de fabrication, voilà, tout ce que contenait en fait les sources de viande, d'où est-ce que ça venait, etc. Enfin, vraiment j'ai vraiment plongé là-dedans pour étudier tout ça très en détail. Ça m'a aussi amené à me former à tout ce qui est alimentation, nutrition chez chiens et chats. Donc, parce qu'après, j'ai décidé de changer son alimentation à quelque chose de cru. Je tiens à faire une petite aparté ici que je ne dis pas qu'il faut changer absolument au cru. Moi j'ai des clientes que j'accompagne où en fait c'est pas toujours faisable pour X ou Y raisons. Il y a souvent plusieurs raisons en jeu. Et que des fois en fait voilà, pour s'adapter, le cuit peut être plus adapté. Des fois des petites modifications aussi avec les croquettes, on peut arriver à faire quelque chose de beaucoup plus nutritif en fait et sain. Donc déjà en fait je me suis retrouvée projetée là-dedans en fait, alors que voilà, j'y ai pas pensé du tout en fait. Ce que je vois souvent, c'est que quand on a un animal, la nourriture, on pense en premier lieu croquettes, quoi, parce que c'est vraiment rentré dans l'inconscient collectif en fait que la nourriture pour animaux égale croquette en fait. Donc moi j'étais plongée là-dedans aussi, mais le fait que Tika soit aussi capricieuse, difficile avec sa nourriture, ça m'a permis de me plonger là-dedans et de découvrir des choses qui sont quand même assez hallucinantes et qui sont vraiment néfastes pour la santé. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est vraiment ce qui est en lien avec les croquettes, parce que c'est aussi un sujet en soi et qu'il y a beaucoup à couvrir là-dedans aussi, mais c'est plutôt dans le contexte avec ma chienne pour vous expliquer plus mon parcours. Donc en fait,
Voilà ce que j'ai découvert, et donc on a changé pour elle spécifiquement au cru, surtout c'était bien adapté, et en fait elle mangeait très bien, la Miss. Donc en fait là déjà j'ai pu vraiment mettre de la lumière sur tout un pan de l'alimentation de nos animaux qui est, on va pas se leurrer, quand même très délétère à leur santé générale. Parce que pour moi, surtout quand on est dans une approche holistique, la nourriture, c'est quand même la base d'une bonne santé. Donc, donner des aliments qui sont hautement transformés, à la base, c'est pas très logique. Voilà. Donc voilà, ça a été déjà vraiment une énorme prise de conscience sur ce qu'on donnait à nos animaux. Et c'est marrant parce que je me suis rappelé aussi également, j'avais des souvenirs de notre chien quand j'étais plus petite. Mes parents au début le nourrissaient de façon, enfin ils leur donnaient de la viande, c'était vraiment des repas faits maison. À savoir si c'était équilibré, bon ça c'est un autre débat on va dire, mais en tout cas il était nourri avec de la nourriture fraîche, quoi. Et malheureusement, il a attrapé la maladie de Carré. Il a été très malade quand il était bébé. Et il s'en est sorti, mais le vétérinaire a recommandé qu'il soit nourri maintenant aux croquettes. On est quand même dans les années 80, quoi. Et bon, c'était le début quand même de l'essor vraiment des croquettes. Donc voilà, c'était considéré comme étant beaucoup plus adapté, donc il a été mis sous croquette en fait, et en fait il a vécu, bon c'était un collet, et il a vécu une dizaine d'années, ce qui est quand même dans la moyenne, mais il était très atteint d'arthrose en fait, il avait donc de l'inflammation sévère. Donc voilà, moi je pense qu'avec le recul, surtout que c'était des croquettes vraiment basiques, donc je pense que ça a très certainement joué un rôle sur vraiment le développement de cette arthrose. Donc voilà, pour ce qui est de la nourriture, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais juste regarder rapidement, hop, non c'est bon, ok. Alors, on continue. Donc ça a été vraiment la première prise de conscience. Deuxième prise de conscience au niveau de l'exposome, ça a été au niveau du... ça s'est passé en fait chez ma veto avec le traitement antitique antipuce. Alors, c'est un sujet quand même qui est assez délicat parce que je comprends tout à fait... les vétérinaires qui doivent traiter beaucoup d'animaux et qui n'ont pas nécessairement le temps d'avoir des discussions vraiment très personnalisées avec leurs clients. Parce que voilà, il y a des animaux, beaucoup d'animaux à voir. Mais en fait, moi, en tout cas, de mon expérience personnelle, j'ai été quand même un petit peu refroidie par le fait que quand je suis allée faire un check-up en fait chez ma veto après avoir adopté Tika, en fait, il n'y a pas eu de discussion sur mon style de vie par rapport à où je promenais Tika. En fait, c'était vraiment d'office antitique antipuce. Donc moi évidemment j'étais pas du tout dans vraiment une bonne compréhension de l'impact de ces produits, etc., de ce qu'ils faisaient. Et donc pendant quelques mois en fait j'en ai donné à ma chienne, et jusqu'à un moment donné en fait où je sais pas, j'ai vraiment eu comme un éclair de, j'ai pas envie de dire un éclair de génie, mais c'était vraiment, j'ai regardé un endroit de la notice où, enfin voilà, ça faisait quand même plusieurs mois, je lui en donnais tous les mois des pipettes, et donc j'ai vu là que ça disait bien de pas en mettre sur les doigts, que ça pouvait être dangereux, etc., etc.
Et là, vraiment, ça a été l'électrochoc parce que je me suis dit, mais mince, je mets ça directement sur la peau de mon animal, de ma chienne, c'est ok. Et par contre, moi, si je m'en mets sur les doigts, c'est la cata, faut faire attention, etc. Donc je me disais, c'est pas logique en fait, cette histoire-là. Et ça m'a ouvert une autre porte en fait, où je me suis vraiment lancée dans faire des recherches en fait sur ces produits, l'impact de ces produits, etc. Et j'ai même eu voilà, des clients qui ont eu des expériences très très difficiles avec ces produits-là, des animaux qui ont été très malades, dont un qui est décédé. Donc voilà, au travers de mes clients, j'ai été quand même exposée à des histoires qui sont pas... qui sont difficiles quand même en lien à ces produits. De toute façon, il y a quand même pas mal d'études maintenant qui sont faites là-dessus. Sur leur impact. Je ne dis pas encore une fois que c'est pas à ne pas utiliser. Je pense que ces produits-là ont une utilité, mais dans des situations bien spécifiques, et on est toujours dans du cas par cas en fait. C'est ça, je le dis, je le répète, et en consultation, il y a des choses que je vais dire à certaines personnes, ça va être adapté, et d'autres en fait c'est absolument pas adapté. Donc c'est vraiment pas voilà, quelque chose qui s'applique à tout le monde. Il faut vraiment être dans la nuance là-dedans. Donc voilà, donc ça a été vraiment un autre aspect de l'exposome en fait, dont je n'avais absolument pas conscience et qui m'a un petit peu sauté à la tronche, si je peux dire. Dont j'ai pris conscience, et ça a vraiment ouvert une boîte de Pandore où j'ai vraiment découvert plein de trucs. Et je dois dire que sur on va dire les 5-8 dernières années, il y a de plus en plus de données qui sont publiées, des données indépendantes qui sont publiées en fait sur l'impact de ce genre de produits. D'ailleurs, j'ai fait un reel à ce sujet-là il n'y a pas longtemps. Ça, c'était vraiment les points majeurs en fait. Après ça, j'ai continué forcément à découvrir d'autres choses qui étaient vraiment beaucoup plus dans du préventif à long terme. Notamment, j'ai commencé à m'intéresser à son coussin en fait, son petit lit en fait. Bon, là on a eu plusieurs au cours de sa vie, mais je faisais pas attention nécessairement en fait à ceux que j'achetais, en tout cas au début. Ils étaient faits en Chine. Et en fait, la prise de conscience a été, une fois en fait, elle l'a déchiré. En tout cas, on en a déchiré un, et en fait, il y a de la mousse qui est sortie, et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a quoi dans cette mousse, quoi? C'est quoi ce truc? Surtout qu'elle dort dessus, elle respire ces fumées-là, de ces produits-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans, en fait? Et donc là, voilà, rebelote, je me suis penchée là-dedans, et donc j'ai trouvé des trucs qui sont pas jojo non plus. Et de là, en fait, j'ai commencé à acheter, remplacer ces petits lits, en fait, par des... j'ai la chance d'avoir chez moi, en fait, enfin, près de chez moi, quelqu'un qui fait des petits lits tout naturels, en fait, en fibre naturelle. Donc j'ai immédiatement changé ça, quoi. Quoi d'autre je peux vous partager? Bon, tout ce qui est l'eau, je l'ai déjà abordé aussi dans le kit gratuit. Ça, l'eau depuis tout le temps, en fait, depuis le début, ça, j'en avais conscience de l'importance de la qualité de l'eau. Donc pour moi, ça n'a pas été une découverte. Mais ça reste quand même un élément très très important par rapport à la santé de nos animaux. Et puis un autre aspect aussi que je voulais vous partager, c'était la qualité de l'air chez vous, parce que ça on n'en a pas souvent conscience, mais c'est extrêmement important. Et donc d'aérer souvent,
pour éviter en fait qu'il y ait trop de particules, parce que les particules en fait tombent au sol. Et en fait, les races de chiens petites, comme par exemple le chihuahua, puisque Tika était une chihuahua, ils sont beaucoup plus au ras du sol et ils ont plus tendance à développer des pathologies respiratoires du fait qu'ils sont au ras du sol. Les chats aussi. Donc, aérez souvent chez vous pour améliorer la qualité de l'air et évacuer ces particules au sol, c'est vraiment important. Ça paraît comme ça anodin, mais je vois souvent en consultation des animaux avec des pathologies respiratoires, des problèmes de peau, des allergies et aussi des problèmes de thyroïde. Donc on est en hypothyroïdie chez le chien, hyperthyroïdie chez le chat. Il y a d'autres choses qui sont en lien avec les problèmes spécifiquement d'hyper et d'hypothyroïdie que j'ai découvert ces dernières années aussi. Je me suis plongée là-dedans. Je vous en parlerai lors des masterclass parce que c'est vraiment une découverte très très importante et ça vraiment tout gardien d'animal doit être au courant de ces choses là et malheureusement c'est encore loin d'être le cas. Bon, je sais que c'est assez récent mais ça je vais vous en parler plus en détail lors des masterclass, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. En plus je reste focus sur Tika. Voilà. Il y avait aussi tout ce qui était la sphère émotionnelle, hein, dans l'exposome, ça en fait partie. Donc au début en fait on a eu des soucis avec Tika où elle faisait pipi sur les affaires de mon mari. Donc ça a été problématique et ça j'ai réussi à le régler heureusement. Plus avec l'énergétique et avec la communication animale. Parce que voilà, il y avait pas mal de choses qui se passaient à ce niveau-là dans cette sphère émotionnelle. Mais ça a été réglé, je dirais, relativement rapidement dans les premiers mois où on l'a eu en fait. Mais c'est important en fait de bien comprendre que ça fait partie de l'exposome de votre animal. Les problèmes de comportement qui peuvent être liés à de l'émotionnel, mais aussi à des problèmes physiques, hein, entre parenthèses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Il y a aussi le fait que j'ai, depuis en fait que je suis adolescente, comme je suis quand même, mes parents étaient quand même dès le début en fait très dans une démarche holistique. On mangeait bio à la maison, ça c'était des années 80 quand même. Donc c'était vraiment le tout début vraiment de l'essor du bio. Mes parents faisaient des détox aussi. Donc j'ai été, on va dire, sensibilisée à cette approche holistique très jeune. Et donc en fait, moi aussi, j'ai commencé à faire des détox régulièrement. Comprendre le processus de détox. Et en fait, quand j'ai eu Tika, ça m'a semblé tout à fait logique en fait de faire ce processus de détox à ma chienne. Donc je me suis aussi beaucoup renseignée là-dessus et donc je lui ai fait des détox aussi régulièrement, une fois par an. Et aussi ça j'avais pris l'habitude au moins une fois par an de refaire le tour de la maison pour voir en fait quels étaient les aspects de mon quotidien avec elle en fait où il y avait potentiellement des toxines. Donc ça faisait vraiment partie du processus de détox annuel et on a augmenté ça en fait vers la fin de sa vie quand elle a commencé à être malade. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de ces points importants qui ont vraiment été des déclencheurs pour moi pour m'informer de ces aspects-là. Après, c'est vrai que, voilà, comme je l'ai dit,
en consultation. Après, il y a beaucoup d'autres aspects qui rentrent en compte. Mais ce qui est important aussi à voir, c'est qu'il y a des personnes qui viennent me voir qui sont vraiment dans une démarche holistique, et puis d'autres qui ont un animal qui est déjà malade. Donc là, il y a plus de ciblage à faire, de priorité à donner à certains aspects de l'exposome plutôt qu'à d'autres pour prendre en compte en fait cette pathologie-là. Donc, dans les masterclass, on va voir ça beaucoup plus en détail. On va parler aussi des différents types de toxines. On va revoir l'exposome plus en détail aussi. Et comme je vous dis, en fait, je sais que voilà, ça peut faire beaucoup d'informations, ça peut faire peur, on peut se sentir submergé, complètement démotivé face vraiment à l'ampleur de la tâche. En fait, je le répète très souvent, mais en fait c'est un pas à la fois, et vous faites en fonction de vos moyens aussi, d'accord? Le but c'est pas de se comparer l'un et l'autre, chacun fait en fonction de ce qu'il peut, et il n'y a pas du tout de culpabilité à avoir, parce que de toute façon on est quand même une majorité à pas savoir en fait où sont les toxines, à quoi vraiment est exposé notre animal, parce qu'il y a même des produits en fait qui sont des produits chimiques qui sont dans des choses de notre quotidien dont on n'a même pas conscience nous-mêmes en fait. Donc tout ça en fait, mon discours il se veut absolument pas culpabilisant, loin de là, au contraire, je suis là pour vous aider à être dans cette démarche holistique. Et vraiment ce qui est très important, que vraiment je veux que vous reteniez là, c'est que ça n'a pas besoin d'être compliqué. On est plutôt sur des actions de qualité plutôt que sur la quantité. Et tout ça, ça vient du fait d'avoir une bonne connaissance de l'exposome en fait, de votre animal, et donc de pouvoir beaucoup mieux cibler les changements à faire, plutôt que voilà, d'être ici à gauche, à droite, de faire des trucs sans vraiment savoir est-ce que c'est vraiment important. Donc ça, on va vraiment voir ça en détail dans les masterclass. Donc c'est dimanche à 20h. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à venir me voir en MP. Sinon, vous pouvez retrouver le lien sous mes reels de cette semaine. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'aborder, d'aller beaucoup plus en profondeur là-dessus, parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, peut-être des choses qui sont peut-être plus en lien avec votre situation, là où vous en êtes, décidément, là où vous en êtes avec votre animal, peut-être les difficultés que vous rencontrez dans l'identification de cet exposome. Voilà, en tout cas, c'est des choses que je rencontre très souvent là-dedans, et vous n'êtes pas seul. Vraiment, ça me tient à cœur de vous accompagner là-dedans, parce que je vois vraiment, et rien qu'avec les statistiques que je vous ai partagées, on voit vraiment qu'il y a urgence à agir pour la santé de nos loulous, et puis pour la nôtre en même temps, hein. Et de toute façon, plus on sera nombreux à faire ces changements, plus on va améliorer notre environnement de façon globale. Voilà, donc du coup, s'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là, et puis donc je vous retrouve dimanche 21 septembre à 20h pour la première masterclass. Donc ces masterclass, les 3, elles se passent sur Zoom, donc il y aura pas sur Instagram. Et voilà, je vous ai tout dit pour vous inscrire. En tout cas, je vous dis à dimanche. Et voilà, si vous avez des questions, même en replay, n'hésitez pas, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.